Ok, bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue au Meetup d'NCA. Ce soir, on va parler d'Open API spécification. Je vais vous montrer un peu le menu. Donc on va situer un peu le contexte. Après, je vais présenter ce qu'est OAS, qui est aussi connu sous le nom de Swagger. On verra tout l'outillage qui tourne autour de ça. Et puis après, je vous ferai part d'un retour d'expérience sur un projet de développement mobile où j'ai utilisé OAS et l'outillage associé. Après, on essaiera de conclure en regardant les points forts, les points faibles, et puis il y aura quelques minutes pour les questions. Donc le contexte en fait qui tourne autour d'OAS, c'est la spécification d'une API REST. Alors bon, je pense qu'ici tout le monde sait ce que c'est qu'une API REST, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est quelque chose, c'est un instrument qui est devenu incontournable dans le monde du mobile pour permettre aux applications d'accéder à des ressources distantes sur un serveur, des services et des données. Et puis partout ailleurs, en fait, maintenant tout le monde utilise ça. Et supprimer les API REST, ça serait comme une coupure de courant, quoi. Tout disparaîtrait instantanément. Donc le besoin qu'on a autour de ces API, moi j'en ai identifié trois en fait. Pour moi, le premier besoin, c'est tout d'abord de la décrire l'API. De manière unique pour tous les intervenants sur le projet de développement. Et aussi, si possible, que cette description soit indépendante des choix technologiques qui seront faits en aval. Le deuxième besoin, c'est qu'une fois que l'API a été décrite et spécifiée, c'est de pouvoir la documenter. Alors, de préférence de manière automatique avec la mise à jour qui va bien. Et le dernier besoin, alors ça c'est vraiment pousser le stade ultime, c'est en fait pouvoir générer du code à partir de la description de cette API, côté client et aussi côté serveur bien sûr. Donc après, la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir aussi faire des tests et éventuellement pouvoir faire évoluer cette description de l'API et pouvoir la maintenir facilement. Alors pour arriver à tout ça, il y a un projet qui a commencé en 2011, qui s'appelait à l'époque Swagger. C'était un projet open source, hein, et donc c'est un langage, et la première version est sortie il y a 8 ans, et elle a été suivie 3 ans plus tard par la version 2, donc, qui en fait est celle qui a permis à ce projet open source de se faire connaître et d'être adopté par un grand nombre d'acteurs. Et en fait, l'adoption a été tellement impressionnante que ça a donné lieu en novembre 2015 à la création du projet Open API Initiative. Donc c'est un projet collaboratif de la Fondation Linux. Et en fait, les participants à ce projet, je vous laisse lire, c'est des grandes pointures dans le domaine du développement. Donc depuis 2015, Swagger s'appelle maintenant Open API Spécification. Et depuis juillet 2017, on en est à la version 3 de cette description. Donc, on va maintenant expliquer de quoi il s'agit en fait. Open API Spécification, c'est un métalangage pour décrire une API REST dont le but est d'être d'une part lisible et éditable humainement. Et concrètement, c'est rien d'autre qu'un texte en YAML ou en JSON. Donc, on va voir un petit peu comment ça se compose. Moi, j'ai identifié, c'est assez compliqué en fait, si vous regardez la définition de ce métalangage, c'est assez volumineux. Mais moi, j'ai identifié 4 grosses sections que vous pouvez voir là. Et je vais les présenter une à une assez rapidement, parce que le but, c'est pas de vous faire un cours sur le langage, mais plutôt de montrer ce qu'on peut faire avec. Donc la première partie, en fait, donc le YAML, certains connaissent, certaines probablement, c'est assez répandu. Donc ça ressemble à ça. Donc la première partie de cette description, ça va contenir des informations générales. Alors en haut, vous pouvez voir la version du langage utilisé. Bon là, c'est la version 2. Après, il y a le nom de l'API, il y a sa version, il y a des infos commerciales. Et il y a ici, éventuellement, le nom en fait, du serveur, parce qu'en fait on va pouvoir aller l'attaquer cette API avec les outils qui sont autour du langage.
Et on peut aussi on peut décrire le type de schéma à utiliser et éventuellement préfixer toutes les routes avec un nombre de manière à faire du versionnage. Donc ça, c'est la première section. Ensuite, il y a une partie qui concerne la sécurité et l'authentification, c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les services que vous allez décrire, il va y avoir possibilité d'associer un mode de sécurité. Donc, dans Swagger 2, il n'y en a que 3 qui sont supportés. Il y a Auth, API et je ne sais plus, non, c'est pas Basic Auth, je ne sais plus le dernier. Donc ça, en fait, ça va permettre concrètement de dire que telle route est associée à telle méthode de sécurisation. La section suivante, c'est la plus intéressante parce qu'en fait, elle va concerner la description des opérations de votre API. Donc, en fait, on voit en haut la route. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je pense que ça devrait être possible. Donc, le chemin ici. On a ensuite... on peut savoir si c'est du get, du put, du post ou du delete. Donc ça, c'est le vocabulaire qui concerne tout ce qui est requête HTML. Et après, on décrit les paramètres de la requête. Donc on les voit ici, donc le type, s'il est requis ou pas, etc. Et en dernier lieu, on peut définir toutes les réponses possibles de l'API pour cette route précisément. Donc vous reconnaîtrez les codes HTML, c'est pas sorcier. Et ce que j'ai cerclé en rouge, en fait, c'est le nom de l'opération qui sera utilisée dans tout le code généré. Donc cette opération /pet/found_by_tag, ça se trouvera avec ce nom de fonction. On verra après, j'ai fait des copies d'écran. Et la dernière grosse partie de ce langage, en fait, ça concerne toute la description des données qui vont être manipulées par l'API. Donc en fait, on peut décrire des objets, mais de manière, évidemment, c'est un métalangage, donc indépendante de toute technologie sous-jacente. C'est une description, comme vous pouvez voir, de très haut niveau. Alors là, je vous ai rajouté un slide, juste pour montrer qu'en fait, la version 3 de ce métalangage, elle est sortie, comme on l'a vu tout à l'heure, en juillet. Et cette version, elle est beaucoup plus simple que la 2 qui est massivement répandue. Et en fait, l'effort a été porté sur l'agrégation de certaines sections. Et donc, ça va conduire à un formalisme qui est un peu plus allégé, on va dire. Donc voilà, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais il est bon de savoir que la version 3, le langage est quand même plus souple. Et si vous commencez un développement, moi, je vous conseillerais plutôt d'aller directement vers ça. Même si ça peut poser d'autres problèmes, on verra après. Donc maintenant qu'on a un langage pour décrire une API, c'est sympa, mais ce qu'il va nous falloir, c'est l'outillage qui va avec. Donc il y a en fait deux groupes principaux d'outils. Il y a des outils open source, donc, qui vont être évidemment gratuits. Et puis il y a un deuxième groupe d'outils qui sont des outils professionnels, dont je ne parlerai pas dans la présentation, pour une raison simple, c'est que je ne les ai pas utilisés en fait. Mais vous pouvez aller voir, j'ai mis les liens en fin de présentation. Il faut savoir que en fait, Swagger, j'en dis quand même deux mots. Swagger Up, c'est le prolongement en fait payant de ces trois outils là, donc il va y avoir des fonctionnalités en plus. Et Swagger Inspector, c'est un outil qui va permettre en fait de générer la métadescription à partir d'une API existante. Donc nous, on va se focaliser sur la partie open source. Et donc les trois outils qui sont fournis, c'est Swagger UI, qui va permettre de visualiser de manière interactive votre description. Swagger Editor, qui va permettre bien sûr de l'éditer, de l'écrire. Et Swagger CodeGen, qui va permettre de générer le code côté serveur et côté client. On va y revenir longuement après. Donc là, je vais commencer par Swagger UI. Ça, c'est une vue d'ensemble. Donc c'est une web app, en fait. Ça tourne dans un navigateur. On retrouve, en fait, visuellement, les sections que je vous ai décrites dans le langage. Donc en haut, on a... alors je vais zoomer, du coup. Ça, c'est la vue d'ensemble, mais... j'ai quelques slides. Donc tout en haut, on a la partie info générale. En fait, pour charger une représentation, dans l'outil, il suffit de mettre son URL. Voilà.
Donc ça veut dire que vous pouvez aller stocker vos API un peu partout dans le cloud et elles seront accessibles facilement à vos utilisateurs. Donc ça c'est la partie, c'est ce que je décrivais, la deuxième section c'est la partie sécurité. En fait, vu que c'est un outil interactif, on peut tester en live son API. Et si certaines routes sont protégées, et j'espère qu'elles le seront si vous utilisez l'outil, ben ça permet de rentrer en fait tous les codes d'accès. La section suivante, ben, c'est la plus intéressante parce qu'en fait, elle concerne, ben, on voit la description de toutes les routes. Donc, vous avez ici toutes les méthodes. Donc, en fait, j'ai pris l'exemple qui est fourni par Swagger. C'est un serveur d'une animalerie, en fait. Donc, c'est pour ça que les services, ça concerne les pets, les stores, etc. Vous pouvez retrouver tout ça en ligne. Donc, on peut les regrouper par nature. Hein. Donc, ils appellent ça des tags, en fait. Donc, ici, on aurait pet et store. Et on voit très bien qu'on retrouve tout le vocabulaire des requêtes URL, en fait. Des requêtes HTTP, pardon, méthode POST, PUT et GET. Voilà, chacun connaît ça normalement. Donc en fait, quand on clique, vu que c'est interactif, si je clique sur une de ces méthodes, ça va s'ouvrir, puis je vais avoir le détail. Donc je vais avoir bien sûr la partie paramètres en entrée, et je vais pouvoir essayer. Alors là, je ne vous ai pas mis les slides, mais bon, vous pourrez aller essayer en live. Hein. Et en fait, on peut concrètement appeler le backend qui se trouve derrière, puisque tout est indiqué dans la description, en particulier l'adresse du serveur. Donc ici, on voit si les paramètres sont requis ou pas. Alors là, c'est un paramètre de path, en fait, mais on peut bien sûr mettre des paramètres de query. Et en dessous, alors je ne pouvais pas tout mettre, hein, donc j'ai coupé en deux. En dessous, on a bien sûr les réponses. Donc là, on voit tous les codes de retour. Et quand ça fonctionne, bien sûr, l'API renvoie un objet. Donc on envoie la description en JSON. Et la dernière section, elle concerne la description des modèles de données. Et on retrouve en fait tout ce qu'on avait vu au début en YAML, mais sous une forme un peu plus sympa. On voit ici l'objet commande avec tous les champs à l'intérieur et les états possibles pour, par exemple, le statut de la commande. Donc, ça, c'est l'outil qui permet de visualiser. On passe maintenant à l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est pareil, hein, c'est aussi une web app. L'écran est coupé en deux parties. À gauche, vous pouvez éditer votre texte, et à droite, on voit ce qui se passe directement. Alors, c'est assez light hein, comme outil. Vous voyez, la barre de menu, ça se limite à ouvrir un fichier, le sauvegarder, et on a deux boutons en fait pour générer le code, la partie serveur et la partie client. Alors si je zoome un peu, ben, on voit qu'ici, on a ici une route, hein, donc la partie commande, et puis c'est immédiat. Quoi. Dès que vous éditez, ben, on a le résultat dans la partie droite. Alors ça a des avantages et des inconvénients, j'y reviendrai en conclusion. Donc ça reste quand même sympathique. Si vous faites une erreur, ben voilà, vous êtes tout de suite averti. Et puis les deux menus dont je parlais, là, en fait, permettent de générer du code directement depuis l'éditeur. Alors, vous ne voyez pas toutes les cibles possibles, mais j'ai d'autres slides où on verra ça beaucoup mieux. Donc, en fait, c'est ma transition. Le dernier outil, c'est celui le plus intéressant qui permet, en fait, de générer le code pour la partie cliente et la partie serveur. Donc, je vous laisse regarder les cibles disponibles. Hein. Il y en a pas mal. Bon, évidemment, moi j'ai entouré celles qui étaient pertinentes pour le développement mobile. Mais en fait, bien sûr, c'est un outil qui s'adresse à tout type de développement, en particulier du développement web. Concrètement, le code qui est produit par ce générateur, il est packagé dans des projets type Maven, Gradle, Xcode ou Symfony. Ça dépendra de votre cible. Donc pour générer le code, ben, il y a deux moyens. Soit on le fait depuis l'éditeur, comme j'ai montré tout à l'heure.
Alors ça, en fait, on va jamais le faire parce que le code va être généré avec des options par défaut. On n'a pas la main dessus et dans l'interface, ils n'ont rien prévu pour tuner, quoi, donc c'est pas intéressant. Sur des projets réels, en fait, on va toujours utiliser en ligne de commande. Et concrètement, le générateur de code, il est distribué sous la forme d'une archive Java. Donc c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre et qui s'intègre très facilement avec du scripting ou dans une chaîne d'intégration en continu. Donc je vous ai mis le lien pour aller voir la doc de cet outil et puis pour le récupérer. Vous voyez que l'appel est trivial en fait. On indique la cible à générer et puis des options. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de customisation qui est possible. Et puis évidemment le nom du fichier de sortie. Donc voilà, je pense que j'ai prédit l'essentiel. Donc maintenant, j'ai présenté le langage et les outils associés. Je vais vous faire un retour sur un projet sur lequel j'ai travaillé, donc un cas concret. Donc je suis en train de développer une application pour la startup Blue Beacon qui fait qui fournit une solution de marketing digital. Et donc on fait du natif, c'est-à-dire qu'on a une application Android native, une application iOS native et on a un back-end. Et j'ai voulu essayer d'utiliser Swagger sur ce projet pour voir ce que ça a donné, quoi. Parce que c'est en fait, moi j'avais découvert Swagger au cours d'une autre mission, mais j'avais été un peu déçu parce que les gens n'étaient pas allés plus loin que l'aspect documentation. C'est-à-dire ils avaient utilisé le langage pour décrire l'API, les outils pour la documenter, mais ils ne sont pas allés jusqu'à la génération de code. Et moi, j'avais trouvé ça un peu frustrant. Donc, sur ce projet-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir imposer l'outil. Donc, en fait, comment ça se met en œuvre? C'est très simple, hein. Donc, une fois que vous avez rédigé votre description en JSON, vous la passez dans la moulinette du générateur. Et puis, ça va vous fabriquer en fait 3 composants. Enfin, 3 ou plus suivant vos cibles, hein. Et dans le cadre de notre projet, il y en a 3. Donc côté client, donc côté application mobile, on va générer ce que moi j'ai appelé le client, l'API client. Qu'est-ce que ça contient en fait concrètement? Ça va contenir toutes les fonctions qui vont pouvoir appeler directement vos services, les services de votre API, directement à partir du code applicatif. Donc ça sera du Java pour une appli Android, bien sûr, ou du Kotlin. Et côté iOS, ça va directement être du Swift. Alors, là où il faut être vigilant, c'est qu'en fait, le code généré par Swagger ne contient pas toute la partie gestion des requêtes HTTP. C'est pour ça que je l'ai matérialisé ici en dessous. Le client HTTP, c'est-à-dire celui qui va effectivement produire et déclencher les requêtes, ça va être une librairie tierce. Donc, que vous pourrez spécifier au moment de la génération, dans les options de customisation du générateur. Donc on verra après, je vous ai préparé des petits exemples de code. Donc ça c'est côté client. Et côté serveur c'est pareil. Alors là c'est un contrôleur, hein. Moi on a utilisé Spring comme backend. Et en fait Swagger CodeGen nous génère le contrôleur. Donc on verra après plus en détail. Alors après, une fois qu'on a tout ça, il suffit, l'application peut faire des requêtes, hein. Donc ici, ça peut circuler et tout le monde va parler le même langage. Voilà, alors je vais vous montrer au niveau des opérations REST ce que ça donne, au niveau du code généré. Donc côté Android, c'est tout simple en fait, hein. C'est une interface qui est générée. On voit ici, j'ai cerclé en rouge le nom de l'opération, hein, c'est celle qui était dans la description Swagger. Et puis ici, le client HTTP que j'ai choisi d'utiliser, c'est Retrofit. Donc il y a toutes les annotations qui vont bien pour utiliser Retrofit qui sont générées. Donc en particulier, on voit que ça va être du delete et qu'il va y avoir un paramètre de PAF, voilà, qui s'appelle Order ID. Alors ça, l'avantage, c'est que il n'y a rien à faire. Le code produit, il suffit de l'inclure en tant que librairie dans votre appli, et il n'y a rien à toucher. Dans votre applicatif, vous faites un delete order,
avec un ID, ça va marcher. Il y a toute la mécanique qui va se mettre en marche derrière, sans aucun effort. Côté iOS, c'est pareil. Alors moi, je ne connais pas Swift, hein, mais bon, je pense que c'est simple à voir. Hein. C'est exactement la même chose qui est générée. Je sais aussi que pour avoir eu un retour de notre développeur iOS, qu'il n'y a rien de plus à faire. Tout le code est opérationnel et on peut directement l'appeler depuis l'applicatif. Et donc toute la mécanique se met en route automatiquement. Alors côté serveur, malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien. Parce qu'en fait, ce qui est généré pour Spring Boot, en tout cas, c'est comme je le montrais tout à l'heure, c'est le contrôleur. Et le contrôleur, lui, malheureusement, c'est un stub, c'est juste une souche, et il va falloir la compléter. Et là, c'est embêtant, parce qu'en fait, dans le code, dans la façon dont le code est généré, ça va être assez dur de le wrapper pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois manuellement, à chaque fois qu'on régénère l'API. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et alors moi, j'ai utilisé la version 2 de Swagger. Il y a la 3 qui est sortie, le générateur de code, il est tout récent, là, il est sorti du four en janvier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais j'espère qu'ils ont amélioré un peu les patterns objets pour pouvoir wrapper un peu plus facilement le code généré. Parce que là, pour le coup, c'est embêtant, parce qu'à chaque fois que vous régénérez votre API, il faut aller bricoler un peu à la main. Alors moi, je l'ai plus ou moins scripté, mais voilà. Donc soit il faut bricoler, soit il faut un pattern pour wrapper, un pattern objet. Mais j'imagine que du coup, pour tous les codes serveurs ne sont pas identiques suivant la cible. Peut-être ça vaut le coup d'en choisir un qui fonctionne bien avec Swagger, quoi. Alors je peux t'éclairer là-dessus parce que j'en ai testé plusieurs. J'ai commencé pas par le plus avisé, j'ai commencé par Symfony en fait. J'ai eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu lié aux patterns qui sont sous-jacents dans tous les contrôleurs des serveurs back-end. Il y a un contrôleur comme ça, et puis donc il est souvent... Alors j'ai pas fait toutes les cibles, hein, parce que tu as vu, il y en a quand même pas mal. Mais je ne sais pas, par exemple, en Node.js, qui est très à la mode en ce moment, je ne sais pas s'il y aurait ce problème-là. Mais en tout cas, je peux te dire qu'il est présent donc en Symfony et en Spring, et tous les dérivés de Spring. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc il y a, comme je viens de le montrer, cette systématisation donc, dans la génération des opérations de l'API. Et la deuxième partie intéressante, c'est que on va avoir une cohérence dans les données manipulées par tout votre système. Donc en fait, l'intérêt, c'est que là, tout le monde parle la même langue. Par exemple, si une des apps fait une requête, donc elle va appeler la requête orders, et ici, elle va mettre à jour le status, hein, c'est du put. Elle va mettre status égale approved. Ça va marcher, ça ne va pas planter, parce que ici, j'ai dit dans mon Swagger, j'ai défini tous les états possibles pour une commande, donc placed, approved, delivered. Et vous voyez que dans mon appli iOS, j'ai un petit enum qui est généré. Et donc, je suis sûr que je vais utiliser la bonne valeur pour l'état de ma commande. Côté Android et côté Spring, alors c'est du Java, hein, c'est la même structure, donc j'en ai mis qu'une. On voit pareil, ça ne peut que fonctionner. Et s'il y a un problème, vous le verrez à la compilation, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que c'est sur des projets sur lesquels j'ai travaillé où il n'y avait pas ça. Quand on fait une requête et qu'ici on met un A majuscule, par exemple, on fait une typo, ça peut être des bugs, vous passez l'après-midi à les trouver, quoi. Là, au moins, on est sûr que tout le monde parle la même langue et que les données, les modèles de données sont cohérents. Donc, j'arrive à la fin là, de ma présentation. Donc, on va essayer de conclure en identifiant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces outils et ce langage, et ce que j'ai trouvé moins intéressant. Alors c'est évident que pour moi, ça a répondu aux besoins, hein, donc les 3 besoins que j'avais identifiés, donc décrire et spécifier l'API, avoir une documentation sympa, interactive, dont la génération est automatisée, et puis bien sûr pouvoir générer du code qui va concrètement tourner côté app et côté serveur.
Donc ça, mission accomplie. Après, les autres avantages pour moi, c'est que c'est de l'open source, hein, donc on peut aller voir ce qu'il y a sous le capot. Je trouve que la mise en œuvre est assez simple. Après, bon, je pourrais être contredit sur ce point, mais je trouve que c'est quand même jouable. Ce qui est super pour moi aussi, c'est qu'en fait, quand vous allez appeler donc, une de vos opérations REST, ben, tous les paramètres vont être validés automatiquement. Donc ça c'est sympa, ça évite d'écrire du code pour rien. Et puis comme je l'ai montré sur l'exemple du statut de la commande, ben, vos modèles de données ils vont être cohérents et tout le monde va va manipuler les mêmes données en fait. Et quand elles seront mises à jour, eh ben, votre développeur iOS il va recompiler son appli et ça va fonctionner quoi. Ce qui est aussi appréciable, c'est que dans le générateur de code, il y a pas mal d'options pour customiser le code généré. Donc en particulier, vous l'avez vu, on peut choisir le client HTTP, et il y a plein d'autres choses qu'on peut choisir. Je vous laisse aller voir l'exécutable pour lister les options. Et puis, comme je l'ai montré, bah, c'est quelque chose qui peut s'intégrer très bien en intégration continue, quoi. Puisque ça s'appelle, c'est du script, hein. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les points forts. Et alors, bien sûr, tout n'est pas idéal, hein. Donc, il y a quand même quelques petits soucis. Le premier qui concerne l'éditeur, c'est que en fait, il est pas très user-friendly. Et dès que votre API elle dépasse les 1000 lignes, ça va vraiment être un peu pénible à utiliser. Et je vous garantis que c'est pas difficile de dépasser les 1000 lignes pour décrire une API, hein. Donc ça, à mon avis, c'est un problème qui, j'espère, va être résolu et qui peut-être l'est certainement dans les versions payantes qui sont fournies par SmartBear. Bon, ça, je vous avoue que je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas regardé. Un autre souci qui est vraiment beaucoup plus grave, c'est que dans le code qui est généré, il y a parfois des bugs, hein. Donc je vous rappelle que c'est un projet open source, donc c'est la bonne volonté des développeurs. Et moi, j'ai eu le cas sur Symfony. Et donc voilà, par exemple, de mémoire, en fait, il y avait une validation sur les doubles qui ne marchait pas. Donc on ne pouvait pas appeler une requête avec un double. Ce que j'ai trouvé un peu rigide aussi, c'est tout ce qui concerne l'authentification. Donc en fait, le générateur produit un gros package pour ça et on ne peut pas trop avoir la main dessus, quoi. Donc si on veut s'écarter un peu des sentiers battus, c'est un peu difficile. On est obligé d'écrire du code à la main et du coup ça perd tout son sens. La partie versionnage de l'API, pour moi c'est un peu faible. Vous l'avez peut-être remarqué dans la partie info générale du langage, on peut donner un suffixe pour le chemin. Donc il y avait V2 là si vous vous souvenez. Mais en fait ça c'est un peu léger parce que ça veut dire qu'on ne peut pas décrire des routes avec des versions différentes dans la même description. Et ça on a souvent envie de le faire. Donc ça j'ai pas du tout apprécié. Le fait que les stuff servers soient pas wrappés, bah, je vous l'ai expliqué, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Et après un des inconvénients c'est c'est un projet open source et il y a pas mal d'inertie entre le moment où une version du langage est publiée et le moment où les générateurs derrière la supportent. Et typiquement, là, pour la version 3, elle est sortie en juillet 2017, et le générateur, là, stable, il vient juste de paraître en janvier 2019, quoi. Donc ça, c'est un gros problème si vous voulez vous lancer sur un projet. Voilà. Donc du coup, moi, je suis parti sur la version 2, qui est quand même assez stable. Voilà. Par contre, aujourd'hui, je pense que je partirai sur la 3, parce que du coup, ça commence à être un peu mature, hein. Voilà, bon, c'est ce que j'ai pu identifier. Et donc voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc je vous ai mis tous les liens utiles pour aller voir tout ça, tout ce que j'ai présenté. Et puis Olivier, je pense qu'on a quelques minutes pour les questions. Voilà. Donc n'hésitez pas. Pour la documentation, du coup, il faut héberger un outil. Ouais, ben en fait, le plan, c'est de mettre ça sur un site web, quelque part dans le cloud. Et utiliser direct chez Swagger.io. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux customiser ton Swagger 10, là. Je vais revenir là-dessus.
Voilà, c'est ça. En fait, ça, ici, tu peux mettre ton logo, tu peux mettre ce que tu veux et tu peux tout customiser. Ça, c'est quand on l'héberge soi-même. Ça, c'est quand tu l'héberges toi. Et sinon, après, n'importe qui peut l'avoir, hein, puisque c'est en ligne. Et à ce moment-là, tu n'as qu'à fournir ton URL pour accéder au JSON de la description. Et pour l'héberger soi-même, c'est compliqué ou... Bah, c'est comme héberger un site web, hein. C'est pas plus dur que ça. Ouais, il y a une DB derrière, Non, non, c'est tout encapsulé. Alors la techno, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est du Node.js. Hein. Mais il y a certainement du JavaScript. Mais je ne vais pas te dire de bêtises, Ouais. honnêtement, je ne sais pas. Hein. Voilà. C'est juste des fichiers statiques. Ouais, donc Donc, il n'y a même pas besoin de serveur de web serveur derrière, c'est juste un juste pour faire sortir les fichiers HTML. Alors, en tout cas, moi, je l'ai installé chez moi et je te dis, c'est tout au même endroit. C'est pas un problème à installer. C'est facile. Hein. C'est pas- Voilà. Ok. C'est vraiment facile. Hein. Alors moi je peux faire un retour d'expérience aussi. Je l'ai utilisé avec ASP.NET D'accord. en C#, mais pour documenter un projet existant et générer le code client. C'est-à-dire que moi je suis parti directement à écrire l'API côté serveur et puis ensuite il a suffi d'intégrer en fait des nuggets en .NET pour qu'on obtienne la documentation et qu'on puisse générer, du coup comme on a la documentation, après on peut générer le code client. D'accord. Voilà. Et tu as utilisé Swagger 2, j'imagine. Hein. Oui, ça devait être À l'époque, si tu as fait ça il y a un moment, il n'y avait que ça. Ouais. quelques années, ouais. Ouais. Et c'est vrai que le fait de pouvoir générer le code client, le bonheur. Ouais, parce que là, pour le coup, ça marche. Côté client, ça Voilà, marche vraiment bien. C'est Ouais. ce que tu disais, ça marche sur toutes les cibles que tu as choisies, Ouais. ça va être pareil et il n'y a pas de problème. Mm. Quoi. Donc non, c'est super. Ouais. C'est un cas d'utilisation différent du tien, mais Et du coup, à la limite, ce qui serait bien, c'est d'écrire la version serveur avec des annotations qui vont bien. c'est ça en fait. Ça correspond. Pour pouvoir générer les descriptions Ouais. Swagger à partir du code C'est serveur. ça, c'est ce que j'ai fait en face. Alors, ça se fait. Tu peux le faire. En fait, dans le code généré, par exemple avec Spring, tu as un artefact qui est fourni, un artefact Swagger, qui te génère la doc à partir des annotations. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc ça existe. Hein. Et du coup, c'est le code serveur qui est la référence. Ouais, c'est ça. Oui. Là, moi, j'ai plus ou moins utilisé cette approche aussi. J'ai une petite question. C'était pas dans Swagger, dans la première version de Swagger, il me semble que donc on mettait des annotations et carrément quand on déployait notre serveur REST API, on mettait toute une partie fixe et en fait on avait le site genre client éditeur quoi. Sauf qu'on pouvait pas éditer mais on voyait toute la doc. Ça peut se faire. C'était Swagger 1 et Alors le Swagger 1, honnêtement, je connais pas. Moi, je connais le 2 bien et maintenant un peu le 3. Le 1, j'ai jamais utilisé. Mais c'est possible que ça ait pu fonctionner comme ça. Oui, il y avait juste des annotations et après un gros truc à Ouais. packager Hmm. comme D'accord. on dit, Et en il y a- statique. Ouais, c'est dans l'esprit, c'était dans l'esprit, ouais. Et il y a un site de test aussi qui est généré, c'est-à-dire qu'on peut appeler des méthodes depuis des pages qui sont générées dynamiquement, donc, sans avoir besoin de client en fait, de code client. Donc ça c'est pas mal aussi pour la mise au point justement quand on travaille directement côté serveur. C'est très utile. D'accord. D'autres questions? Peut-être sur l'authentification, tu as dit que tu as fait des billes, je peux te tutoyer. Ouais, bien sûr, ouais. Pour O2, comment tu t'en es sorti? Parce que moi j'ai vu Eh que ben- c'était un peu compliqué parce que quand on met pas d'authentification, donc il va nous générer des méthodes par défaut. Ouais, Là on les utilise, on met set access parce que souvent les API sont avec des access tokens. ouais. Et là on va mettre, on voit un joli truc, set access token, on met le token, mais on voit que derrière ça marche pas et quand on regarde dans le code, on voit que c'est pas câblé parce que dans l'éditeur on a oublié la ligne au bon endroit. Donc on regarde C'est dans ça. la doc, et ça, au lieu de péter une exception genre illégale ou c'est pas implémenté, ils vont nous laisser croire et ça marche pas en fait. Ouais, bah effectivement. Alors je vais te dire comment j'ai fait. J'en suis pas très fier, mais en fait j'ai réécrit les routes. Par exemple pour le check token, j'ai rajouté dans ma description, j'ai écrit la route OAuth check token. Voilà. Donc Surtout, dans le code généré, il gère pas toute la façon de pouvoir par exemple demander le token. si, Là, si, il le fait, mais pour le coup, moi ça n'a pas marché. D'accord. Parce Voilà. que moi, j'ai vu que la partie où on avait déjà le token, on mettait le token, mais j'ai pas vu où c'était généré si on pouvait demander d'abord le token. Alors, en théorie, enfin, c'est même plus qu'en théorie, en réalité, il génère tout le code. Mais le souci qu'il y a, en fait, c'est qu'il s'appuie totalement sur la librairie du client HTTP.
Donc en fait, tu n'as pas la main et tu ne peux pas aller modifier quoi que ce soit. Parce qu'il va utiliser les appels standards par exemple pour le serveur Hot 2, bah, l'adresse du serveur, tu ne peux pas la modifier, quoi. Tu vas être obligé de prendre celle de l'API, celle qui est dans l'API. Et typiquement, quand tu es en train d'intégrer une API, tu as plusieurs environnements. Tu as l'environnement de dev, de staging, de prod, et tu as besoin de pouvoir changer les adresses. Donc pour moi, c'était trop rigide. Ah, mais ça, je crois que c'est dans la version 3, là on peut choisir. Alors j'ai vu que... On peut choisir les environnements de. Tout à fait. Alors, j'ai vu qu'ils avaient fait progresser. J'ai vu notamment qu'ils ont rajouté l'autorisation de type Bearer Token qui n'était pas dans la 2. Par contre, j'ai pas eu le temps d'aller tester pour voir si le code généré était de meilleure qualité. Mais tu sembles dire qu'il y a de l'espoir de ce côté-là. Toujours d'espoir. Dernière question. Sinon, on va passer à Franck. Ok, bah, je vous remercie de votre attention. Merci à